Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je commence avec quelques remerciements. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque. Et merci, un merci tout particulier à Philippe Bédard qui nous a talonnés avec ses courriels durant toute l'année. C'était une présence très rassurante dans ces temps qu'on pourrait dire incertains. Merci beaucoup pour ça. Et je passe tout de suite la parole à mon collègue Rad pour vous. Merci beaucoup, Martin. Merci tout le monde d'être présent. Merci encore aux organisateurs. C'est quand même plaisant d'être à la maison puis faire une conférence. C'est quand même aussi drôle. Mais bon, on est là. Alors, le titre de notre conférence, des petits écrans qui voient grand, Big Screen et la simulation de l'expérience de la salle obscure. Bon, nos intérêts de recherche, oui, les deux, on est au doctorat. On se croise les doigts pour terminer ça assez rapidement. Moi, disons que j'ai un chapeau en ce moment dans ma thèse. Il y a un volet de recherche-création, puis il y a une partie de la thèse qui touche à l'expérience de projection, des courts-métrages, mais à l'extérieur de la salle et d'une réflexion dans des déambulatoires urbains où est-ce qu'on circule dans les rues et on présente des films sur des immeubles, sur des surfaces. Alors, toute la réflexion qu'on a justement avec l'outil de Big Screen vient aussi de cette expérience-là qu'on sort, disons, de la salle. Oui, pour ma part, je dis juste un mot. En fait, ce qui nous lie, c'est cette idée d'expérience cinéma, et c'est ça qui lie nos champs de recherche avec l'objet qu'on vous présente aujourd'hui. Moi, c'est vraiment les catalogues cinéphiles de vidéos par abonnement qui m'intéressent, Mubi, Fandor, The Criterion Channel, et justement, comment est-ce que ces catalogues peuvent proposer une forme d'actualisation de l'expérience cinéma. Le projet pour aujourd'hui de notre présentation, c'est de vous parler d'un projet de recherche qu'on mène qui vise à détourner une application de réalité virtuelle pour les besoins d'un ciné-club en temps de pandémie. Cette application, c'est l'application Big Screen. Ce qu'elle propose, c'est la simulation d'une salle de cinéma. Donc, on va aller un peu plus en détail, vous parler quelques-uns des aspects de l'application, mais aussi à travers un petit peu des théories qui sont articulées autour de l'expérience cinéma, voir quelques exemples d'obstacles ou d'éléments en tout cas qui vont se poser sur cette route, cette possibilité de détournement de l'application. Donc on va voir ce qui entoure la projection, un effet de coprésence, est-il possible dans ces lieux-là? Et puis finalement, dans quoi s'immerge-t-on? C'est toujours une bonne question à se poser. Juste avant, on va présenter un petit extrait. Ah oui. Alors, Big Screen, on peut juste y avoir accès avec un casque de réalité virtuelle. Alors ici, bon, on a un casque d'Oculus, un Oculus Quest. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une capture d'écran à travers le casque pour vous montrer un peu l'interface que propose Big Screen. Alors, ici, en ce moment, on rouvre, on rentre à l'intérieur de Big Screen et on arrive dans une salle qui est là, un cinéma, où est-ce qu'on est dans l'espace. Il y a des bancs autour de nous. Et j'ai un menu, je peux changer. On a à peu près 12 salles différentes possibles de salles de cinéma. Puis, je vais avancer quelque peu. Et là, je me transporte, je sélectionne une salle publique parce que les gens sont invités à présenter des films qui, eux, ont le goût de présenter. Puis, je vous amène un petit peu plus loin où est-ce que j'arrive dans une salle. Take everything but the delicious deals, guys. My mom loves them. Hey, first you said the Barons, and now you're saying the Super. Alors ici, j'interagis avec un autre utilisateur, on écoute un film, puis on peut justement bouger les mains avec nos dispositifs, comme ici avec mon Oculus, c'est une petite manette qui fait en sorte que j'ai des mains. Je peux lui offrir du maïs soufflé, puis lui, en échange, il peut m'offrir une boisson gazeuse ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a comme une interaction possible avec nos corps, avec notre tête. Puis, on peut se parler de vive voix si l'animateur de la salle autorise le fait de parler, parce qu'il peut aussi fermer les micros, comme on fait justement dans
dans Zoom, mais on est vraiment dans des expériences de salles de cinéma virtuelles en mode VR. Et j'arrête ici. Je repartage les diapos. Donc, l'application en elle-même, elle est lancée en 2016, en version bêta en 2016 d'abord. Ce qu'elle propose, c'est en fait un cinéma virtuel, ça c'est les mots des dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire en fait la construction d'un monde virtuel autour des films, donc généré par ordinateur, ce monde virtuel reprenant, s'inspirant de la forme classique de la salle obscure, donc un grand écran, des rangées de sièges, etc. Mais par-dessus ça encore, l'application va proposer l'ajout d'un réseau social. Donc, c'est exactement les fonctionnalités qu'on trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un réseau d'amis, inviter des gens dans des salles, créer des événements, etc. Tout ça à l'intérieur même du monde, si on veut, qui est proposé par l'application. Quels sont les films qui sont projetés dans ces salles virtuelles-là? Ben, c'est beaucoup des films d'action à grand déploiement et en fait seulement des films produits par la Paramount parce que l'application, les développeurs de l'application ont fait un accord avec ce géant de la distribution. Et puis, il y a aussi quelques films d'animation qui sont, eux, fournis par Sony. On peut aussi voir de la télévision. Il y a des chaînes de télévision gratuites. L'accès est gratuit, mais par contre, on va avoir des publicités. Et puis, quand même, ça tourne beaucoup autour des films en 3 dimensions. Donc, évidemment, puisqu'on est dans un univers de réalité virtuelle, il se prête bien à avoir ces films. Et il faut aussi noter encore que ces films sont également diffusés par des particuliers. Donc, tout un chacun peut, une fois qu'il a un fichier sur son ordinateur ou justement dans le casque, ouvrir une salle et projeter son propre fichier vidéo, mais donc aussi projeter des films commerciaux. Dernière petite note quand même, un point à souligner, tous les éléments monétaires qui s'échangent dans ce monde-là, Facebook va prendre 30% de commission dessus, parce que Facebook, à travers sa société Oculus, en fait, organise la plus grande part de ce qui se passe dans ce monde-là. Rad, tu voulais passer encore un... Oui, un autre petit extrait. Un instant. Avec notre Zoom, partager l'écran. Alors là, où est-ce qu'on vous amène? On vous amène dans Big Screen, c'est soit qu'on est dans des salles de cinéma ou un autre endroit qu'on peut être en commun, c'est le lobby, l'accueil du cinéma. Puis on peut rencontrer soit des amis qu'on invite ou des gens qu'on ne connaît pas. Puis c'est là qu'on les entend parler. Fait que là, disons qu'on est un peu en mode surveillance parce que moi, je regarde, je suis là avec mon casque, puis j'entends des conversations. Mais c'est une conversation intéressante qui dure pas très longtemps, mais qui fait en sorte que des gens qui n'ont pas ces fameuses petits contrôleurs, fait qu'ils n'ont pas de main. Fait qu'ils sont dans un univers 3D, mais sans main. Fait qu'ils sont limités avec le fait de ne pas avoir de main dans ces univers dans 3 dimensions. Alors, je partage l'écran. Je vais essayer de mettre le son. Là. Si vous n'entendez pas bien, ce n'est pas très grave, mais c'est un petit peu, ça tourne alentour de cette conversation-là. Okay. Dang, I was gonna ask him how he got the popcorn prop or whatever. What are you on? Huh? Yeah, fortunately you have to have hands. Oh. Those don't have that option. Okay, that but you can sucks. get the Right. you can get the Quest 2 coming out. I wish. Yeah, I wish. Yeah. I have a Go. Mm. It's good for like watching movies and stuff. I mean, you can actually lay down and set your... Bon, je n'irai pas trop en détail dans l'extrait, mais c'est juste pour montrer qu'on entend quand même très bien les voix. Puis, justement, quand les personnages se déplacent, bougent le corps, tout suit. Et on peut interagir avec les autres alentour de nous. Et là, on était dans le lobby du cinéma. Toute cette réflexion-là avec l'outil Big Screen, en fait, nous, quand on a fait notre proposition de conférence, c'était avant la fameuse pandémie.
qu'on a eus, mais tout ça pour dire, faire un lien avant, nous, on est responsable d'un ciné-club à Mascouche, un ciné-club qui est quand même soutenu par la SODEC, la Société de développement des industries culturelles. On fait des présentations 1 à 2 fois par mois, entre 20 et 30 projections dans l'année. Puis, le ciné-club existe depuis à peu près 10 ans. Et faire un ciné-club, c'était pas facile parce qu'au début, c'est déjà arrivé qu'on a eu des séances avec 0 spectateur parce que c'est pas juste de présenter un film qui fait en sorte qu'il y a des gens qui viennent. Il y a eu un travail, par exemple, d'offrir des billets à des organismes communautaires, de développer des outils promotionnels dans la région, aussi d'avoir une carte de membre. Alors, les gens s'abonnent à devenir membres du ciné-club, fait qu'il y a un sentiment d'identité, mais aussi un sentiment de j'ai payé ma carte de membre, alors je vais assister à toutes les projections. Fait qu'il y a tout un travail pour construire ce ciné-club-là. Puis aussi, de notre côté, on s'est dit, bien, c'est important aussi de faire le lien avec les artisans, ceux qui font les films et le public. Fait qu'on essaie beaucoup d'inviter soit des réalisateurs, des directeurs photo, des comédiens à venir à la rencontre du public. Puis c'est la beauté qu'on a, par exemple, au Québec. On a une industrie du cinéma, puis les gens qui font les films, bien, ils n'habitent pas très loin. On est capable de les faire venir et être en contact. Fait que les artisans et le public peuvent se rencontrer. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu plein de réflexions qui est arrivées parce qu'il a fallu annuler le ciné-club. Et avec des amis, on se donnait quand même le mandat, ou en tout cas le défi de se voir virtuellement, puis regarder des films ensemble, fait en direct. C'est un peu la distinction, Martin va en parler tantôt, entre ce que nous offre l'univers du numérique, le tout possible à n'importe quel moment. Mais si on veut regarder des films avec des amis ou avec d'autres personnes, on est obligé de se mettre une période de temps, se dire, bon, bien, à 7 heures ce soir, on regarde un film ensemble. Alors, on s'est dit comment un outil comme Big Screen, qui est principalement que la promotion se fait derrière, comme si on était dans une salle multiplex commerciale avec des films très typiques hollywoodiens d'action, comment on pourrait le ramener à hauteur d'un ciné-club? L'idée où est-ce qu'on fait venir des artistes, des réalisateurs à venir présenter leurs films au public. Alors, on a construit un projet où est-ce qu'on allait acquérir 15 casques Oculus, mettre à l'intérieur les films que le ciné-club allait présenter et vraiment avoir des séances dans un environnement VR là, de réalité virtuelle, mais avec nos 12 personnes, un animateur qui présente les films et vraiment essayer d'inviter les artisans. Fait que c'est vraiment l'idée de notre projet de recherche sur un ciné-club en mode réalité virtuelle. Donc, pour aborder quelques-uns des aspects, obstacles qui vont donc être sur notre route, sur la route de ce détournement, si on veut. Dans notre lecture, la simulation proposée par Big Screen, même si elle nous transporte dans une banale salle commerciale de multiplex, doit se lire en parallèle avec les travaux récents portant sur l'expérience cinéma. Il s'agit bien sûr de la matérialité de cette expérience dans la lecture que propose Myriam Henson des travaux de Benjamin. Très brièvement, comment une technique artistique, le cinéma, entre en dialogue avec les technologies industrielles et les rythmes urbains de l'époque, donc de l'époque de Benjamin, pour influencer la perception humaine. Antonio Somaini, qui travaille aussi sur les textes de Benjamin, parle de formes de médiation matérielle, technique et discursive. Les travaux de Benjamin sont repris aujourd'hui dans des théorisations de l'expérience cinéma, celle par exemple de Francesco Casetti, sur lequel on ne reviendra pas trop, mais aussi par Thomas Elsasser. Ce dernier, donc Thomas Elsasser, dégage 3 constituants de l'expérience, le temps, l'incarnation, embodiment, et la capacité d'action, agency. Et c'est un peu les 3 thématiques sur lesquelles on va revenir pour, disons, évoquer ces obstacles et ces aspects du détournement possible. Lazaretto et Julier, enfin, esquissent une anthropologie du spectacle cinématographique. Ils nous invitent également à considérer les éléments qui entourent la projection, la salle, le contexte de visionnement, le plaisir ressenti, le rôle de la cinéphilie dans la perpétuation de ce plaisir. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment nouveau. D'ailleurs, je remercie Viva Paci pour ces petits rappels, entre parenthèses, remis à l'ordre. Roland Barthes aussi, sortant du cinéma,
évoquait déjà ces différents éléments, mais il faut quand même souligner une nouvelle insistance aujourd'hui sur un réseau d'éléments humains et non humains qui contribuent à la réussite de notre rencontre avec le film. Et par exemple, en prenant la première thématique évoquée par Althusser, hein, la temporalité de la projection, il faut remarquer que les projections qui sont proposées dans l'application sont toujours des événements, projections événements, donc toujours dans un lieu et un temps donné. Même si ce lieu est virtuel, des communautés de fans vont s'organiser pour proposer à un moment donné, dans une salle bien particulière, un événement. Et donc, là, on touche à tout ce qui est l'organisation, si on veut, de la communauté, et organisation de la communauté qui a besoin, justement, d'un temps bien particulier pour se réunir. Alors, si on revient un petit peu, comme tout à l'heure, j'ai montré l'extrait, puis comme on voit l'image ici, les possibilités qu'offre l'outil, plus que, par exemple, nous, ce qu'on a expérimenté là, pour faire des projections en présence, mais à distance, c'est des applications comme Netflix Party, qui était limitée au catalogue de Netflix, mais à ta droite, il y a un chat, puis chaque utilisateur peut arrêter ou démarrer la vidéo. Fait qu'on a cette simulation-là de coprésence. Ici, c'est le fait qu'on puisse parler de vive voix, qu'on puisse bouger le corps, qu'on puisse se déplacer aussi dans l'espace de la salle. On peut changer de siège. Fait que si on veut être plus près de l'écran ou on veut s'en éloigner. Alors, il y a tout ça. Il y a aussi une réflexion sur la possibilité d'une communion, si on fait référence à Marion Froger, sur un travail qu'elle a fait dans les années 60, l'écoute des gens filmés dans la salle, faite par les documentaristes de l'ONF. Souvent, ils invitaient les gens à venir visionner les films avant de faire des sorties en salle. Ils disaient qu'il y avait justement cette impression, ce sentiment de communion entre tous les gens présents. Est-ce possible, dans une expérience VR, de développer un sentiment de communion entre les participants présents dans la salle? C'est une réflexion qu'on se pose sans avoir vraiment de réponse. Et le dernier point, donc, dans le temps qui nous est imparti, dans quoi s'immerge-t-on finalement? Dans une salle de cinéma, on s'immerge dans une salle de cinéma simulée qui limite notre capacité d'action et donc les possibilités de détournement. Premièrement, c'est toutes les contraintes qui sont liées à la technologie. En fait, ce sont des lieux ou des propositions qui mettent beaucoup de l'avant la technologie, mais qui demandent un investissement aussi dans celle-ci, investissement qui est au sens littéral du terme un investissement monétaire, parce qu'on l'a vu, il faut s'équiper avec le bon casque, la bonne connexion, etc. Mais aussi un investissement de temps pour comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre, enfin, s'acculturer, si on veut, à ces nouvelles propositions. Technologie aussi, parce que, par exemple, moi j'ai essayé l'application avec le casque Oculus Go, et l'Oculus Go n'a pas la batterie nécessaire pour tenir en fait la durée entière d'un film. Donc là encore, on a des barrières, et on voit bien que c'est aussi quand même des technologies encore en émergence qui à la fois nous donne la possibilité peut-être d'aller intervenir un peu plus pour pouvoir détourner la chose, si on veut, mais aussi émergence, justement, il faut réussir à dépasser tout ça pour pouvoir en profiter. On s'immerge aussi dans une vision du monde qui est véhiculée par l'application. Là, on est un peu du côté des théories de l'innovation, hein. La technologie en elle-même porte une vision du monde. Ici, elle se lie beaucoup, elle est très apparente dans la manière avec laquelle Facebook utilise l'environnement qu'il met à disposition pour faire travailler des développeurs dans cet environnement et ensuite monétariser tout ce qu'ils auront créé. Donc, nous, en participant de cette expérimentation, évidemment, on contribue aussi à tout ça et c'est quelque chose à avoir en tête. Et puis, finalement, le dernier point, la difficulté de soutenir, et on conclura là-dessus, la difficulté de soutenir le regard tenu dans le temps dont parle Jacques Aumont, qui est pour lui constitutif de l'expérience cinéma. Là, tout le problème, c'est qu'on se retrouve avec un petit écran collé sur les yeux
Et toute la question, c'est va-t-on physiquement pouvoir tenir 2 heures avec cet écran devant les yeux? Donc là, on a une barrière qui est quasiment physique, si on veut. Et pour l'organisation de notre ciné-club, eh bien, il s'agira de trouver des stratégies, enfin, des tactiques, si on veut, pour pouvoir dépasser ça. Par exemple, en montrant une série de courts-métrages ou en faisant plus de pauses dans nos séances. Donc voilà quelques pistes de réflexion autour de cette nouvelle manière de consommer le cinéma qu'on voulait vous présenter.